Cette semaine, dans le balado, on reprend contact avec un premier amour et on revêtit pour une dernière fois notre veste de cuir et fedora. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Hello. Alors, la nostalgie frappe de plein fouet cette fin de semaine-ci. Un film qu'on attendait quand même depuis de plein fouet, c'était-tu voulu ça? Ouais. Okay. Alors, ben oui, c'est l'arrivée enfin de ce dernier Indiana Jones, dernier opus de cette franchise qui a quand même marqué la culture populaire. Alors, on va vous en parler. On a vu ça avec attention. J'oublie toujours que c'est un fedora, son chapeau, parce que les dernières années, la mode des fedoras là, qu'on a vu avec... c'était-tu Maroon 5, là, Jason Mraz, puis ces affaires-là, c'était un fedora, mais plus petit rebord, là. Fait que j'avais oublié que lui, son style cowboy, là, un peu entre guillemets, là, c'était un fedora aussi, cette grande marque de chapeau. Des années 20-30. On parle jamais de sa marque de fouet, par exemple. Ça, non, je sais pas. Je sais pas s'il y en a plus qu'une marque. Je sais pas. Eros et compagnie, peut-être, ou... Donc, à l'affiche également, on a... Non, mais c'est comme le sex shop qui commandite tous les podcasts au Québec, là, sauf nous, évidemment. Colin, il va falloir les solliciter. Donc, également un nouveau film à l'affiche pour les familles aussi. Alors, avant d'aborder tous ces sorties-là en salle, un petit tour d'actualité. Y a-tu des choses j'ai un truc. Ouais, vas-y. Je me souviens pas si on en avait un peu parlé, mais en tout cas, ça fait couler plus d'encre. Donc, des choses se sont confirmées. C'est Paddington 3. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé. Qui va s'appeler Paddington in Peru. Paddington au Pérou. Et en fait, le tournage va débuter à la fin juillet. Fait que, it's a go, comme dirait Mario. Mais il y a eu quelques changements là, au travers de tout ça. Alors que les deux premiers avaient été coécrits et réalisés par Paul King, il n'est pas de retour sur le projet. Là. Je pense qu'il y a des crédits sur l'histoire, mettons, mais pas le scénario. Là, fait qu'il a dû travailler dans les premiers développements, mais là, ça a pu à donner. Fait que ça va être Dougal Wilson, ça va être son premier film, mais il y a un gros background en vidéoclip et en publicité. Et il y a aussi Sally Hawkins qui ne sera pas de retour dans le rôle de Madame Brown, Mrs. Brown. Ça va être Emily Mortimer, je sens vraiment qu'ils ont swappé par une Anglaise brunette de petite taille qui lui ressemble. Là, dans ce cas-là, je pense qu'on n'est pas allé sur le meilleur comédien plutôt que le meilleur qui a le même casting, finalement. Mais on confirme le retour de Ben Whishaw, évidemment, dans la voix de Paddington, Jim Broadbent et plein d'autres. Et... sur IMDb, ça a l'air confirmé. Sur d'autres sites, c'était plus en rumeur, mais on attache des nouveaux, évidemment, talents au projet. Antonio Banderas, Rachel Zegler et Olivia Colman sont en discussion et ou confirmés. Fait que Paddington 2 est reconnu comme étant l'un des meilleurs films là, récents. C'est d'ailleurs une des blagues dans... voyons le film avec Nicolas Cage, là, The Unbearable Weight of Massive Talent, là, que... C'est quoi ton film préféré? Puis là, ils s'attendent à des grosses réponses. Manly Man, puis il y en a un qui dit non, c'est Paddington ou Paddington 2. Puis, si je me trompe pas, je pense que c'est un des rares films d'animation à avoir comme un 100% sur Rotten Tomatoes. C'est ça, c'est moitié animation, là, un peu sauce Roger Rabbit, là, d'une certaine manière. Mais oui, c'est ça, il est extrêmement bien coté. J'ai oublié de renoter, je me souviens pas qu'est-ce qu'il avait fait là, au box-office à l'époque, si ça avait été un major hit. Probablement assez important puisque c'était quand même le deuxième volet, mais c'était aussi l'un des rares seconds volets, voire meilleur que le premier. Là. On en discutait récemment avec Spider-Man, justement, là, des fameux deuxièmes films. Voilà, fait que j'imagine qu'on n'aura pas de sortie avant l'an prochain au moins, ou plutôt peut-être l'été prochain. Quoique ça peut être un film du temps des fêtes, même peut-être Noël 2024 à ce moment-là. Donc à suivre pour les amateurs de marmalade et de Paddington. Voilà, de petits animaux. Ouais, de mon côté, on a enfin révélé qui remplacera Henry Cavill en tant que Superman. Oui. Et on a même révélé Lois Lane également. Alors, les deux, le duo a été annoncé. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est un choix surprenant, mais je pense qu'on avait une volonté d'aller ailleurs en termes de casting pour Superman, donc d'aller chercher quelqu'un de relativement un peu moins connu. Donc, ça sera David Corenswet, qu'on avait vu plus récemment dans Pearl.
OK, oui. Qui jouait le rôle du projectionniste. Ouais, OK. Donc, pas une grande feuille de route, mais il semble jouer d'un bon buzz. Puis honnêtement, je pense qu'il a la gueule. Peut-être un peu moins carré qu'un Henry Cavill. Mais, pas mal, tout le monde est moins carré qu'un Henry Cavill. mais je pense qu'on va miser beaucoup sur l'approche là où le personnage de Superman et Clark Kent va être peut-être un peu plus radieux, on peut dire ça, ou un peu plus léger, ou en tout cas, on sera moins dans l'intensité d'un Cavill. Et pour Lois Lane, je pense que c'était une surprise. Je pense que c'est un peu de nulle part. C'est pas un nom que j'avais vu circuler. Donc, Rachel Brosnahan, qui joue Miss Maisel dans la série Amazon Prime. Une série que j'ai pas vue, mais que je sais que je pense qu'elle était en nomination s'il n'a pas gagné plusieurs prix, en tout cas. Donc, une série quand même là, très bien reçue. Et elle aussi en tant que comédienne. Donc, feront partie du film de Superman là, qu'on va pouvoir voir en 2025 sur nos écrans. Que James Gunn va réaliser. Oui, qui a écrit, scénarisé et réalisé. Sinon... je pensais à ça, justement. Tu m'as rappelé Henry Cavill. En plus, on parlait des... Tu as réécouté Mission Impossible 6 cette semaine, avec la fameuse moustache qui a causé problème dans... ben c'est ça, là, c'est sa vraie moustache dans Mission Impossible, mais elle qui ont démoustaché dans... je sais plus laquelle des films de DC. Justice League, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, je réécoutais, peut-être on vu aussi que les Batman Animated Series sont arrivés sur Netflix. Et j'ai réécoute à temps perdu la série de ma jeunesse. Puis, c'est vrai que je pense que Cavill puis Ben Affleck sont comme sur le modèle de ces années-là, des dessins animés, je trouve. Là. C'est... Dans les Batman animés, c'est le plus carré là, que j'ai vu, le plus boffé, grosses épaules, gros pectoraux et tout. Puis c'est vrai que c'est dans la dernière incarnation, ils les ont castés comme ça, on dirait. Là. Vraiment des montagnes de muscles. Fait que peut-être qu'on veut retourner vers c'est ça, un autre visuel. T'sais, même Christopher Nolan, pas Christopher Nolan, mais Christian Bale, même s'il avait pris full de masse musculaire pour faire son rôle, il n'était pas aussi gigantesque que ces deux-là, je trouve. Oui. Ben, non, effectivement, je pense que Cavill et Affleck avaient un look très plus près d'une bande dessinée, en fait, qu'un réalisme, là, si on peut ainsi dire. Je veux pas les body shamer, là, mais pour ce film-là, pour ce qu'ils ont fait. Surtout que c'est fou, parce qu'après, tu vois ces acteurs-là, en particulier, mais n'importe qui de film de super-héros, en fait, n'importe quelle scène, j'ai réalisé ça un peu récemment, là, dans les dernières années, là, beaucoup avec Top Gun Maverick, là, ce qui nous montrait que, tu fais, OK, ils ont des entraîneurs personnels, ils se tiennent en forme, ils ont des six-packs, bravo, mais même eux racontent que ces scènes-là, c'est terrible parce qu'ils sont en contrôle alimentaire puis en entraînement comme des compétitions de culturistes. Genre 2-3 jours avant, on se fait sécher. Là, Daniel Craig, c'est pareil pour les James Bond puis tout. Oui, il est toujours fort, mais la scène où il sort, il a fait 200 push-ups puis redressement assis juste avant de filmer la scène. Ça fait 3 jours qu'il boit pas d'eau, qu'il mange une galette de riz puis supervisé pour pas tomber dans le coma. Il est en tabarnache tout le temps. Il prime parce qu'il a faim. Là, on tourne la scène 2 fois puis c'est comme, OK, mais là, tu peux pas remanger trop vite. Faut que tu c'est vraiment intense. Puis là, ça nous laisse penser qu'ils sont comme toujours comme ça. Là. Mais effectivement, ce n'est pas le cas. Puis on l'a vu récemment avec... Hugh Jackman qui a repris sa diète pour interpréter Wolverine. On le voit dans la vraie vie quand il ne tourne pas ce rôle-là. Je veux dire, il n'a pas du tout la shape là, de son personnage. Tu peux pas avoir autant la peau sur les os constamment, surtout pas à 30-40 ans. Oui, même 50 là, dans son cas, pas loin de... oui, lui encore plus, là, mais je parle de la plupart des autres super-héros là, de Marvel et tout. Puis c'était quoi, non? C'était... justement, le Top Gun 2, c'est ça. C'est parce qu'il avait compté que la scène où il jouait au volleyball en bédaine, finalement, il y a de quoi qui marchait pas, puis il avait fallu qu'il retourne. Mais eux, ils venaient de... C'est comme un gros sacrifice. C'est quasiment des scènes les plus dures à tourner, un peu, là, mentalement. Puis là, il a fallu qu'il retourne. Fait que c'était comme, redonne-nous 4 jours, là, parce qu'il avait refait le party après, genre, on peut manger, puis boire. Cette illusion-là était
brisé il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années. Ben, je pense que c'était sur la sortie du DVD de Predator, où il y avait un petit making-of et tout ça. Puis c'est ça que Schwarzenegger discutait qu'avant de tourner des scènes, là, on voit vraiment là, ses biceps à son max. Les là. veines explosées. Ouais, c'est ça. Tout, puis, fait que, c'est ça, il s'entraînait 2-3 heures de lever de poids avant de commencer le tournage dans la journée. Là. Ça fait 13 heures qu'il n'a rien mangé. Puis c'est ça. Fait que ça a fait comme OK, finalement, c'est ça. Puis ça, c'est les pires parce que c'est comme ils tournent tout le film en bedaine, genre. Là. Fait que là, il faut que tu sois pas mal dans ce modèle-là tout le temps. Ouais, pendant quelques semaines. La fameuse poignée de main, là, au début, ça, là, qui est un meme puis un gif. Oui. Là, ouais, c'est ça. Bien veiné, bien contracté. Là. Il n'y a rien de naturel un peu là-dedans. Vraiment pas. Bon, bref, je te laisse poursuivre. Ben, allons-y vers une nouvelle. Je pense qu'il va te plaire parce que tu aimes bien ce cinéaste norvégien-là, Joachim Trier, qui avait fait The Worst Person in the World l'an dernier, qui t'avait beaucoup aimé. Ouais. Alors, confirmer son nouveau projet avec son même co-scénariste. Donc, ça va être un film qui s'appelle non, c'est pas Armand, je me suis trompé. Il n'y a pas de titre, mais son prochain film sera un drame familial. Okay. Fait que c'est ce qui est en cours d'écriture. Mais il a produit un nouveau film qui s'appelle Armand, qui, avec sa comédienne The Worst Person in the World, Renate Reinsve. En tout cas, je sais pas, je le dis bien. Donc, c'est un film dont l'histoire est assez intrigante. Donc, ce serait un incident qui se déroule dans une école primaire entre deux garçons de 6 ans. Qui provoque des tensions entre les deux familles puis les membres du personnel scolaire. Là, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Fait on est un peu pas dans le thriller, mais en tout cas, ça a l'air assez un peu plus. On n'est pas dans les comédies nécessairement, là, donc plus dans le drame. Là, puis là, il va y avoir comme une espèce de rétaliation entre les familles et tout ça. Donc, j'imagine que ça devrait prendre l'affiche probablement à la fin de l'année en Europe, puis nous, probablement en 2024. Mais, je ne serais pas surpris aussi qu'il ouvre dans des festivals ou des choses comme ça. Ouais, probablement. Ça est attaché. C'est ça. Alors, ça va être à suivre, mais effectivement, je pense que c'est un cinéaste qu'on a apprécié beaucoup avec son dernier film. Faudrait bien que j'écoute les deux premiers un peu qu'il avait fait, le genre de trilogie non officielle sur Oslo et tout. Là, Tout à fait. Ensuite, on a révélé la durée du film de Napoléon de Ridley Scott. Combien d'heures? Écoute, cette année, c'est incroyable. Les films qui ont des durées de plus de 2h30, là, je veux dire, on peut ajouter lui à la liste. Là. Fait qu'on dit pas loin d'un 2h40, là, ce serait un 2h37. C'est beaucoup, mais tu vois, je m'attendais à 3h22. Là, fait que... Ça aurait pu. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir avec quand même Joaquin Phoenix dans le rôle titre de Napoléon, qui va prendre l'affiche, je crois que c'est le Thanksgiving américain, donc fin novembre, sur les écrans. Ouais, ça va être dans les gros films pour les Oscars et tout. Bien sûr. Puis, est-ce qu'on a annoncé le running time, la durée de Killers of the Flower Moon? Écoute, aussi? lui, je pense que c'était un 3h30, quelque chose comme ça. Là. Oui, lui, c'était... Ça va battre des records. Je sais pas si ça va battre des records d'affluence. J'ai rien contre le film, je suis sûr que c'est super bon et tout, mais à un moment donné, ça fait... Puis... En tout cas, c'est toujours les mêmes arguments. Puis je le sais qu'après, en général, on trouve que les films sont longs, mais après, on va binge-watcher 3 épisodes d'1h30 de Stranger Things, des affaires comme ça. Mais c'est quand même pas le format cinématographique. Ça fit moins dans les horaires. Et oui, c'est plus dur à aller chercher des gens assis non-stop pendant 3h22, puis c'est ça. Oui, c'est très demandant maintenant pour le cinéma, t'as plus 2 shows de soirée, tu en as juste un, que tu mets 1 heure pas trop pire, tu sais que tes 2 autres shows, ton genre de 11h le matin, il n'est pas très viable, il va se pointer un peu de monde, mais là, ça concentre tout le monde à la même place, fait que c'est moins efficace pour tout le monde, je pense. Hein. Tout à fait. Mais il faut respecter ses visions d'artiste. Ben oui, là, à un moment donné. Donc, je dis ça un peu avec ironie. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, tant qu'au final, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est le critère
qui va faire foi de tout. Donc, deux petites dernières en passant. Récemment, on avait eu Alibi.com 2 de François Lachaud qui était sorti sur excusez-moi, sur nos écrans. Alors, il a révélé son prochain projet. OK. Il va faire une nouvelle adaptation du Marsupilami. OK. Donc, moi, j'y crois. T'avais-tu vu celle qu'il avait fait? C'était Alain Chabat, je pense. Oui, j'avais vu 2011 déjà, que j'avais bien apprécié, moi, honnêtement. J'ai trouvé ça assez sympathique. C'est de la comédie grand public, là. Oui, tout à fait, c'est certain. Mais je pense que c'était Babysitting 2 qui se déroulait en Amérique, ouais, c'est ça, en tout cas en Amérique du Sud. C'était au Brésil, ça se peut-tu? Au Brésil, en tout cas, ouais, c'est ça. Donc, évidemment, le Marsupilami, on parle de jungle en grande partie, à moins qu'ils vont juste le trouver et qu'ils le ramènent dans la ville. Ça va comme dans les Gremlins, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, dans un marché. Dans la bande dessinée des Spirou et Fantasio, c'était ça à l'origine. Donc, ils ont ramené le Marsupilami avec eux en Europe. Bon, bref, on verra l'approche qu'aura l'histoire, mais moi, je trouve ça assez intéressant comme projet. Là. Moi, j'y crois. Qu'il y a probablement un bon budget d'octroyer parce que c'est une franchise aussi. Fait que du côté de, je sais pas qui sont les ayants droit de tout ça. Là, c'est les éditions Dupuis qui sont l'éditeur, effectivement. Puis, là, évidemment, on parle de création numérique là, pour le personnage du Marsupilami. Là, fait que il y a un de ces films-là à Lachaud et sa bande qui est, je pense que c'est même avant ou entre les deux Babysitting, puis ça s'appelait... le titre m'échappe complètement, mais c'était aussi une adaptation en prise de vue réelle d'un dessin animé, je ne sais plus si c'était français ou un manga, justement. Nicky Larson. Oui, c'est ça, exact. C'est ça, effectivement. Ça a eu quand même un certain succès, une bonne appréciation chez les fans et tout. Que moi, je ne connaissais pas, honnêtement. Mais c'est ça parce qu'il y avait plusieurs rumeurs que son prochain film serait justement une suite à ce film-là. Mais ça a été décalé pour faire le Marsupilami, mais je ne connaissais pas. Donc, je vais aller voir ça parce qu'effectivement, ça demeure un de ses bons succès. Fait qu'il a peut-être fait ses preuves, justement, en tant qu'adaptation et tout. Puis, tu sais, ici, Alibi.com est passé en coup de vent. Là. Je pense qu'il n'est même plus à l'affiche. Ça fait 2-3 semaines, mais on rappelle qu'il a fait comme... il est dans le top 3, je pense, des films qui ont le plus de succès à date cette année. Et c'est son plus grand succès en carrière, d'ailleurs, genre confirmé. Quasiment 4,5 millions d'entrées. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est très bien pour Lachaud et son groupe. Puis restons dans le domaine de la bande dessinée. Connais-tu Spawn? Avais-tu déjà vu les... J'ai jamais vu. Il y avait eu un fameux film, là, début 2000. Là. Oui, il y avait eu le film, mais c'était surtout les petites séries d'animation qui avaient été diffusées sur HBO, qui avaient fait un peu... je connais juste le lore de très loin. Là. J'ai jamais écouté vraiment. Donc, Spawn était à l'origine, évidemment, une bande dessinée créée par un artiste canadien, Todd McFarlane, qui était la grosse vedette dans le monde de la bande dessinée américaine à la fin des années 80, début 90. C'est quel éditeur qui a ça? En fait, c'était Image. Non, c'était Image. Lui, il avait été à la tête de Spider-Man chez Marvel. C'était la grosse vedette. Et il avait quitté Marvel et fondé Image Comics avec d'autres gros noms de la BD, Jim Lee, entre autres, qui était chez DC. Donc, Image maintenant connu peut-être plus pour la série The Walking Dead. Ouais, OK. Mais donc, oui, ça avait comme vraiment changé le modèle parce que les créateurs des personnages, des séries, conservaient leurs droits. Film étaient propriétaires de leurs personnages, contrairement aux grandes maisons d'édition comme Marvel, DC. Ouais, où tu travailles pour eux, puis tout ce que tu produis leur appartient. C'est ça. Donc, ils avaient changé le modèle économique. Donc, je me rappelle, dans ces années-là, j'étais collectionneur de comics. Donc, j'avais acheté le Spawn numéro 1, évidemment, lorsqu'il était sorti. Qui était probablement plus... mature que... Ouais, c'était quand même une bande dessinée, un peu plus horreur, mais c'est ça. Mais donc, le film qui en a découlé était vraiment affreux, malheureusement. On était dans cette période où on abusait d'effets visuels, d'effets numériques, mais on prenait des réalisateurs qui étaient juste des techniciens, finalement, qui n'avaient pas de vision. Fait que c'était assez catastrophique. Mais il y avait une courte série, je pense, je me rappelle plus combien d'épisodes, sur HBO, à la fin des années 90, qui était vraiment très bien faite en animation, qui était vraiment très bien. Donc, finalement, ça fait
tout ça pour dire que ça fait, je pense, 10 ans que Todd McFarlane, qui est toujours à la barre de la bande dessinée Spawn comme scénariste, qui proclame qu'il va y avoir un nouveau film et tout ça. Il faut dire que McFarlane est un bon vendeur. Mais ça a été confirmé par Jason Blum, qui va produire, donc c'est Blue Mouse, qui ont pris les droits. Et normalement, le film devrait voir le jour en 2025. Là, fait que c'est pas tout de suite, là, mais le temps qui s'y attellent, qui font le scénario. Mais déjà avec un producteur plus aguerri et sérieux, peut-être qu'on pourra faire une adaptation là, plus intéressante. Écoute, ça peut être une certaine fraîcheur dans le monde des super-héros d'avoir un story, un arc narratif assez différent du côté de Spawn. Là. Tout à fait. Donc, à suivre donc, pour les amateurs de Spawn. Bande-annonce, petite semaine. OK, mais j'allais dire, tu venais de parler de Jason Blum. Ben oui, restons avec Blue Mouse qui seront... et leur offrande, en fait, ils ont deux gros films en octobre quand même. Blue Mouse, ils sont derrière l'exorciste, ouais, effectivement. Puis Five Nights at Freddy's, on avait évoqué un petit peu le teaser, mais là, on a eu droit à... Ouais, je pensais que ça prendrait... Vu qu'il avait fait un petit teaser de comme 45 secondes, je pensais que ça prendrait bien du temps avant d'avoir la bande-annonce, mais elle est sortie là. Je pense qu'on s'en cache pas. Il me semble qu'on dit que c'est les mêmes producteurs que Megan, puis les studios, puis etc. Fait qu'on sent un peu le même buzz de... horror flick, là, horreur grand public avec un peu de comédie au travers. Ça s'appelait une comédie d'horreur nécessairement, là, mais un peu ce genre de ton-là, peut-être humour noir un petit peu. Avec Josh Hutcherson, qu'on n'a pas vu ben depuis Hunger Games, qui est un agent de sécurité, en fait, un homme sans emploi, qui se trouve une job d'agent de sécurité dans ce vieux parc d'attractions abandonné qu'on croit comprendre qu'il y a des enfants qui ont été tués, mais le propriétaire n'est pas prêt à s'en débarrasser comme tel. Fait qu'il faut juste qu'ils survivent la nuit. Mais les animatroniques, les robots, genre de robots dansants amusants, ont l'air d'être possédés. De mascotte à l'intérieur du restaurant. Là, c'est ça. Évidemment, la renommée de Five Nights at Freddy's, c'est le jeu vidéo sur lequel le film est basé, là, qui est sorti il y a peut-être 4-5 ans, je pense. Moi, je sais pas vraiment. C'est quand même assez récent, là, mais c'est devenu vraiment une sensation assez virale. Là. Moi qui ne joue pas du tout à ça, dans cet univers-là, je connaissais le nom. Là, fait que ça veut tout dire. Quand je t'ai parlé du petit teaser, j'avais oublié, c'était Willy's Wonderland, qui est un film avec Nicolas Cage. Pas super bon, mais qui était librement inspiré de ça sans avoir les droits. Fait que c'est exactement la même histoire, mais ça s'appelle Willy's Wonderland et non Five Nights at Freddy's. Mais là, c'est qu'ils ont fait jouer Nick Cage intense. Là. Je pense qu'il dit une phrase dans tout le film. Il est juste super badass, dans le fond, puis il a peur de rien, mettons. D'accord. Puis c'est plus qu'il y a des jeunes qui s'immiscent dans le vieux parc d'attractions parce que c'est comme un dare. Là. Hey, on va aller boire de l'alcool, pas game de rentrer. Puis là, ils rentrent. Fait que c'est plus lui qui va devoir les aider un peu en étant l'ultime badass. Là. Fait que c'est pas le même take qu'on fait ici dans Five Nights. Là. Beaucoup d'images aussi dans la bande-annonce comme à l'extérieur du petit parc d'attractions et quoi que ce soit. Fait que je sais pas si ça se passe par après ou plus par avant qu'on va utiliser des flashbacks pour montrer le passé d'Hutcherson. Puis peut-être qu'on va découvrir que lui aussi c'est un super badass. Puis c'est pour ça qu'il va être capable de s'en sortir. Je sais pas trop. Voilà. Donc, à découvrir le 27 octobre, ce sera le film d'horreur du week-end, ou en tout cas de la semaine de l'Halloween. Sinon, une qui nous a pris un peu par surprise. Je ne m'attendais pas nécessairement à voir une bande-annonce encore là aussi vite, mais avec le positionnement des films estival. Donc, de la période estivale. Voilà, la période estivale. Donc, on a sorti une deuxième bande-annonce pour le Dune Part 2. Oui, écoute, on en apprend un peu plus sur le rise, la montée de Paul Atreides, puis comment il va réunir les peuples. C'est quoi j'ai oublié tout le nom des peuples. Les Fremen. Les Fremen, c'est ça, pour s'associer, pour aller venger contre les Harkonnen. On voit Christopher Walken dedans. Qui joue l'empereur. Ouais, sa fille aussi, Florence Pugh. Rapidement. Ouais, c'est ça. Et aussi, on l'avait vu dans l'autre petit teaser, mais Austin Butler, là, en espèce de guerrier chauve là, envoyé par les Harkonnen, justement. Écoute, c'est un peu ça, là, sans tout spoiler. Écoute, ça te donne encore plus le goût de le voir, on peut dire. Je pense que ça va être assez intense, peut-être encore même plus épique que. Plus d'action, je pense. Plus d'action, c'est ça, évidemment. On revoit, c'était un doute. Si vous avez vu le premier, on voit le personnage de Josh Brolin qu'on n'a pas vu mourir, qu'on avait juste vu
disparaître, qu'on n'a plus vu. Alors là, on comprend qu'il va retrouver Paul. Donc, cette suite, ou en fait, cette deuxième partie, disons ça, de Dune sortira début novembre sur les écrans. Évidemment, film de Denis Villeneuve, donc on a bien hâte de voir cette conclusion. Puis, dernière petite vidéo, j'ai oublié de te le mentionner, fait que je ne sais pas si tu l'as écouté. La chaîne de Paramount Pictures qui produisent et distribuent Mission Impossible, ben eux, au lieu de faire des... Tu sais, c'est beaucoup à la mode maintenant, ils font beaucoup des featurettes. Ouais, toutes les chaînes font ça, exact. Des petites vignettes, des fois, c'est pour présenter le cast ou des choses comme ça. Puis là, dans le cas de... Ils en ont fait une aussi, et c'est Paramount également, en fait, pour... je fais une parenthèse dans la parenthèse. Les Teenage Mutant Ninja Turtles, le film animé, là, il présente les voix derrière les personnages. Fait on les voit. On voit les voix. Mais là, pour Mission Impossible, il avait fait la séquence de motocross là, où ils sortent dans le feed. Là, il nous parle du speed flying. Oui, j'ai vu ça tu l'as vu passer. passer? Oui. Fait que c'est un petit 2-3 minutes là, sur Tom Cruise qui dit ouais, c'est pas comme... Ça a l'air d'être du skydiving là, quand tu te laisses tomber en parachute là, avec un petit moteur puis tu te promènes un peu. Là. Ben, peut-être pas le petit moteur, en tout cas. Mais là, speed flying, disant ça a l'air pareil, mais c'est juste plus intense parce que dans le fond, tu fais du rasmot tout le long de la montagne pour descendre la montagne le plus rapidement possible en étant porté par le vent. Fait qu'il arrive toujours un courant de vent ou quelque chose qui fait que c'est super dangereux. Fait que... Pourquoi pas? Qu'ils font ça, puis c'est pour une séquence. Là, fait que c'est comme capoter sa vie. Là. Lui, il s'entraîne à l'année longue à faire des sports extrêmes pour que dans ces moments de tournage, il dit OK, cette semaine, on tourne cette scène-là. Fait qu'il faut aligner la météo correctement, puis on le fera quand on le fera, puis on le fait plein de fois, puis j'espère pas me blesser, puis encore moins mourir. Et d'ailleurs, puis il faut qu'il développe des caméras, puis qu'il patente ça à gauche puis à droite pour à chaque fois. L'équipement actuel ne le permet pas, fait qu'il doit avoir des chums soudeurs, puis plein de trucs comme ça qui leur font des patentes à gosses pour installer des caméras sur eux autres et tout. Puis il faut toujours qu'ils soient suivis. Fait que lui, il le fait, mais il y a un gars qui le suit. Oui, c'est ça. Il faut trouver le fou qui va suivre. C'est ça qui suit puis qui fait pareil, un petit peu moins extrême, mais pas mal la même affaire puis qui le filme. Genre, alors, c'est ça, on le voit bien dans la vignette, le caméraman avec les 2 caméras installées de chaque côté, puis contrôlé par hélicoptère en haut par un. Oui, la régie dans un hélicoptère, c'est pour simple. Pour suivre ces deux-là. Et on le voit aussi, Cruise, à un moment donné, je pense que la météo ne le permet juste pas. Puis il dit non, c'est. Et là, quand il y a une éclaircie, let's go, on y va, c'est là que ça se passe. Puis. Écoute, vraiment se donner pour son art. Ouais, j'ai hâte. J'espère que le scénario va être au rendez-vous, mais c'est clair que les cascades, oui, on va en avoir pour notre argent. Parlons de cascades. Allons-y avec la sortie de la semaine. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Pas de Steven Spielberg cette fois-ci, mais bien de James Mangold. Oui, j'ai oublié de regarder. Spielberg est producteur assurément. Il est-tu au scénario? Non. Il n'a jamais été au scénario tant que ça. Non, jamais crédité. Je pense qu'il avait un peu contribué à l'histoire de Last Crusade, en fait, sur le sujet du père et tout ça. Là. Mais non, c'était d'habitude, c'était de l'ordre de George Lucas de trouver le fameux artefact. Moi, j'ai mêlé avec Peter Jackson. Mon erreur. Eh bien, avant de parler tout du cast et tout, on va aller directement dans le synopsis. On est à New York en 1969 où le docteur Henry Jones, donc Indiana Jones, s'apprête à prendre sa retraite. On voit que c'est un vieux monsieur qui est assez aigri. Très aigri en instance de divorce, qui vit seul avec des jeunes voisins hippies bruyants. On comprend que son fils est absent aussi. Puis soudainement, sa filleule, la fille de son ami de l'époque, vient lui rendre visite après pas s'être vue depuis genre 18 ans pour s'enquérir sur la machine denticitaire qui avait été conçue par Archimède. C'est une espèce d'objet mythique qui aurait sûrement des pouvoirs spéciaux, qui a rendu son père fou. Donc le père de cette jeune fille-là. Après que lui puis Indiana Jones, 25 ans auparavant, il avait tombé sur cette machine ou sur une partie de la machine. Ça va nous permettre de revoir cette fameuse séquence-là d'il y a 25 ans, donc en 1943, à peu près, 44. L'objet il est convoité soudainement par plus d'un, dont Jürgen Voller, un ancien nazi qui travaille maintenant pour la NASA pour développer le programme spatial. Et ce scientifique allemand-là espère renverser l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Très bien dit. Tes impressions?
Mes impressions à chaud. C'est drôle parce qu'on a réécouté, c'est intéressant plutôt que drôle, on a réécouté les 4 premiers dans les à peu près justement 3-4 dernières semaines. Puis on se souvient beaucoup qu'on critiquait le 4e film comme étant genre une catastrophe puis que ça a tout gâché puis blablabla. Puis pourtant, en le réécoutant, oui, il y a certaines scènes, là, c'est ça, surtout la scène là, de la bataille en petit troc amphibien dans la jungle avec les lianes puis les singes, ça a pas très bien vieilli. Puis même à l'époque, c'était pas super bon, là, c'était un peu too much. Un peu champ gauche. Mais l'ensemble de l'œuvre, tu sais, chaque film, là, même les 3 premiers qu'on adore, sont très mystiques là, à leur façon. Là, le temple, l'arche perdue avec l'espèce de pouvoir qui fait fondre la face des nazis, puis de quiconque la regarde. Après ça, on a des pouvoirs vaudous, puis des puissances là, qui arrachent le cœur vivant, des choses comme ça, qui ensorcellent les gens. Ensuite, on a le Saint Graal, qui nous donne la vie immortelle. C'est ça, l'immortalité. Il y a plein d'espèces de magie et de mystères autour de ça. D'ingénierie aussi. Tu sais, il y a toujours eu ça, là, l'espèce de chasse au trésor, là, très d'engrenages de roches qui ont comme 5000 ans, mais qui sont encore top shape, là, qui fonctionnent très bien encore. Dans le 4e, on avait encore ce côté-là, mais là, on était dans des extraterrestres interdimensionnels avec le savoir illimité. Une dimension illimité. plus science-fiction que fantastique paranormal. Ouais, c'est ça, exact. Entre guillemets. Ici, avec le cadran de la destinée, on va aller tranquillement peut-être un petit peu plus vers la temporalité qui serait... c'est-tu la 4e dimension, si je me souviens bien? En tout cas, ils ne l'appellent pas de même là-dedans. Là, c'est le temps. Puis, fait que tu sais, c'est toujours un peu... du pareil au même, mais pas pour dire ça méchamment, mais je trouve pas que c'est si champ gauche que ça, le Indiana Jones 4. Je trouve qu'il y a certaines scènes qu'on l'a échappé, qu'on s'est emporté dans le CGI de l'époque. Mais bref, je trouve qu'ici, on est encore dans les mêmes zones. C'est en adéquation, il y a des clins d'œil et des hommages à plusieurs scènes ou événements marquants. Là. C'est comme... Contrairement à d'autres films, Indiana Jones est conscient de ce qu'il a vécu. T'sais. Il l'accuse lui-même à certains moments. Mais peut-être un petit peu moins d'humour que ce à quoi on nous a habitués. On voit les moments, les essais où on a fait des petites blagues, des petits calembours, mais c'est plus des sourires que des rires là, qu'on va gagner avec ça, je trouve. Mais au niveau de l'aventure, écoute, on voyage dans sur 3 continents. Quasiment en mode James Bond. Là. Il voyage plus que jamais pourchassé par d'autres, les nazis, bons vieux nazis qui veulent avoir cette même technologie. Fait qu'il y a un peu une course contre la montre avec tout ça. Fait que des histoires de trahison, des choses comme ça. On revient vers le passé, vers le futur. Fait que c'est chargé en aventure. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. T'sais. Ouais, moi, je dirais ce qui va vous faire apprécier le film ou moins va dépendre de votre capacité d'acceptation des fameux pouvoirs de l'artefact, de la dernière partie du film. On sait que pour le 4e de Kingdom of the Crystal Skull, ça divisait beaucoup le public et les fans. Donc, même chose dans ce nouveau film-là. On est très audacieux par rapport à ces pouvoirs-là. Pour l'avoir vu une 2e fois déjà, avec un public cette fois-ci. J'appréhendais, j'étais curieux de voir la réaction de la salle, mais écoute, ça n'a pas ri méchamment. Donc, je pense que l'effet qui est quand même surprenant a bien passé. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être... Ça va se poursuivre dans l'ensemble des projections et tout ça parmi le grand public. Mais j'étais un peu étonné hier. Je m'attendais que ça réagisse un peu plus que ça. Mais sinon, moi, j'ai passé quand même un très bon temps. James Mangold, je pense qu'il fait quand même un très bon boulot. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est revenu beaucoup à d'effets pratiques. Donc, il n'y a pas beaucoup de CGI dans le film, ce qu'on pourrait croire, mais beaucoup des poursuites ont été faites vraiment à l'ancienne. Donc, tant mieux. Le fait que Spielberg était dans la production, ça devait être un petit peu dans les obligations du film. Là. Ouais, je sais pas, parce qu'en même temps, pour Crystal Skull, je sais pas lequel des deux, c'est lui ou Lucas. Probablement Lucas qui est tellement féru de technologie puis de trucs peut-être pousser un peu plus. Mais je vais revenir un petit peu à cette tension que les deux ont eue par l'après. Mais pour revenir à Dial of Destiny, écoute...
c'était un plaisir de retrouver évidemment Indiana Jones, Harrison Ford dans le rôle. J'ai bien aimé la séquence d'introduction où on le voit quand même plus jeune, que j'ai trouvé en bonne partie bien réussi quand même. Là. Ouais. Même si c'est pas à 100%, on n'est pas rendu là, mais écoute, on est quelques années là, vraiment, là, je pense, de tromper. Pas, là, on s'y approche. Là. Ben ça n'a pas été fait de la même manière, mais je veux dire, c'est beaucoup mieux que le fameux Paul Walker dans Fast 7 puis tout. Ici, la première fois qu'on le voit, le jeune Indiana Jones là, d'une quarantaine d'années, il y a un plan, je me souviens, de comme 3 secondes juste sur lui là, pour dire checker ça, checker comment c'est bien fait, puis c'est lui. Là. OK. Ouais, vous êtes vraiment replongé dans les bonnes années d'Indiana Jones. Petit bémol, on dirait qu'on a conservé sa voix d'aujourd'hui pour la voix d'époque. Ouais, ben probablement. Mais, en tout cas, ceci dit, j'ai bien aimé aussi vraiment la venue de Phoebe Waller-Bridge. Qui joue la nièce. Qui est une très bonne comédienne. On la voit quand même un peu moins. C'est Fleabag. C'était Fleabag que j'ai pas vu, mais vraiment, Puis elle est scénariste aussi. C'est ça aussi, des scénaristes beaucoup. Productrice aussi, elle avait fait la série, la co-créatrice de Killing Eve, qui est supposée être une super bonne série aussi, que j'ai pas vue. Elle avait co-scénarisé le dernier James Bond, d'ailleurs. On est allé chercher elle pour ça. Donc, et côté potin que tu aimes bien parce que la semaine dernière, tu te demandais avec qui Wes Anderson formait un couple. Oui, alors, veux-tu savoir avec qui Phoebe Waller-Bridge avec qui mais on l'a pas dit en ondes, avec qui Wes Anderson d'abord? Je te l'ai envoyé, puis je l'ai oublié, mais c'était une illustratrice. C'est ça. C'est ça. Donc, une artiste visuelle. Là, cette fois-ci, c'est Martin McDonagh. Notre réalisateur de... Ah non, Martin McDonagh, est-ce que j'ai mêlé avec... de Banshees of Inisherin et de Three Billboards et tout ça. Donc, ils forment un couple depuis plusieurs années. Parenthèse, peut-être quand même. Oui, mais pourtant, ils font pas de projet ensemble. Non, effectivement. Mais et ce que j'ai apprécié, si on va pousser l'analyse juste un petit peu plus loin, avec ce personnage-là de Phoebe Waller-Bridge, c'est qu'on l'a amené comme s'il était la Indiana Jones de Temple of Doom, qui, même si c'est le deuxième film, Temple of Doom est en fait un prequel, se déroulait une année avant Raiders of the Lost Ark. Donc, cette espèce de personnage-là qui recherche plus la fortune et la gloire, qui a même son short round, son demi-lune à elle aussi. Donc, ce côté-là. Et petite remarque que j'ai bien appréciée au niveau de la musique de John Williams, souvent, on est dans les tonalités, un peu plus de piano qui faisait un peu, je trouve, très trame sonore des années 70 de films de conspiration, là, comme 3 Days of the Condor puis The Parallax View. Fait que même au niveau musical, Williams est allé comme dans l'air du temps où se déroule le film en 69. Fait que je trouvais ça musicalement quand même intéressant. Il aurait peut-être pu ramener le thème un peu plus souvent. Je trouvais qu'il était un petit peu en retrait, mais ça, c'est une petite critique perso. Puis, fait qu'ici, on est aussi, à part John Williams, le reste de l'équipe, c'est beaucoup la gang de James Mangold, justement. Ouais, c'est scénariste. Au montage, c'est ça, Dirk Westerveld qui a fait Ford vs Ferrari et Logan. En direction photo, Fedon Papamichael, qui est un nom incroyable. Oui. Il a fait aussi Ford vs Ferrari, le remake 3h10 to Yuma, Walk the Line. Mais dans ses projets pas avec Mangold, Nebraska puis Trial of the Chicago 7, il avait valu 2 nominations aux Oscars. Puis moi, je connaissais pas son nom, je savais pas c'était qui, mais c'est quand même un vieux de la vieille parce que ses premiers films n'étaient pas des chefs-d'œuvre nécessairement, mais des films iconiques. Biodome, Patch Adams puis Cool Runnings, comment il l'appelait? Les apprentis champions. Ouais. Il a commencé dans le Disney et la comédie avant de tomber dans le drame plutôt, mais toujours dans des grosses productions quand même. On a passé vite un peu. C'est Mads Mikkelsen aussi qui fait le méchant nazi scientifique. Il y a Toby Jones aussi qui est l'ancien collègue de Harrison Ford, de Indiana Jones. Antonio Banderas aussi, un petit caméo surprise. Oui, vraiment, parce que ils auraient pu aller choisir un acteur pas connu, puis ça aurait fait la différence. Oui, c'est ça, mais je pensais pour le voir pour 4 secondes. C'est ça. Et là, j'ai pas nommé, mais aussi John Rhys Davies. John Rhys Davies, bien sûr, oui. Revient, qu'on voit dans les bandes annonces, Give Them Hell. Qui jouait le fameux Salah dans le premier et troisième film.
J'avais pas remarqué que c'était lui en regardant qui faisait Gimli dans les Lord of the Rings. Je sais pas. J'y allais pour une petite lignée du temps pour les amateurs de fun fact. Si ça te convient? Oui, c'est ça. Je me demandais si j'avais d'autres choses à dire sur le film comme tel. Non, si ça me revient, je le rajouterai après. Vas-y. Moi, je dirais juste, boudez pas votre plaisir. Le film est quand même un peu mitigé là, en termes de réception de critiques. Je pense qu'il y en a qui ont été un peu forts, là, tout dépendant si vous allez en lire en ligne. Là. Je suis allé surveiller un petit peu, lire en diagonale. Il y en a qui poussent fort, là, honnêtement, qui sont de mauvaise foi. Mais, c'est ça, on n'a pas droit au comme dernier film qui est le meilleur de la série de ce qu'on a jamais vu. Mais je pense qu'avec Indiana Jones puis une série qui a 40 ans, les gens ont tellement d'attentes que ça pourrait jamais correspondre. Je suis pas mal sûr que même la plupart des gens qui adorent ce film-là, il est meilleur dans leur tête que même s'ils le réécoutent. Mm-hmm. Tu sais, on les a réécoutés, puis c'est pas des films parfaits, là. C'est très Spielberg, justement. On tourne en effet pratique, puis des fois, il y a des raccords, puis il y a des affaires qui sont un petit peu whoop-whoop, puis des transitions qui coupent vite, puis des affaires comme ça, mais il nous pogne dans les feelings, sa participation avec la musique, avec toutes ces choses-là, fait qui est un cinéaste adoré puis unique. Mais c'est ça, tu sais, c'est des chefs-d'œuvre parce qu'ils sont devenus iconiques puis qui ont amené un genre puis qui ont réinterprété des genres puis des choses comme ça. Mais c'est pas des films techniquement parfaits, c'est des films très créatifs. Fait que bref, c'est un peu la même chose ici. Je pense que les gens ont des attentes plus hautes que je sais pas qu'est-ce que vous attendez, parce que moi je trouve ça super bon ce qui est présenté ici. Pour un film d'été comme ça, comme on dit depuis la pandémie, on est juste dans les caméos, puis se ressouvenir des films, puis des acteurs, puis des suites de... La nostalgie est à la mode. C'est ça, vraiment beaucoup. Là. D'ailleurs, on en discutait hors onde, puis c'est comme, je pense que ça va s'essouffler tranquillement, parce qu'on voit que cette année, beaucoup les prédictions de box-office sont vraiment en deçà, probablement des attentes au moment où on a démarré les productions de tous ces films-là. Fait que peut-être que là, on va avoir un petit virage vers la nouveauté tranquillement. Là. Mais tu sais, on voit aussi que c'est un film que... Je sais pas combien ils ont déclaré, mais je suis pas mal sûr que c'était budget illimité. Là. Je serais pas surpris qu'il ait coûté 275 millions. Là, c'est ça, on n'est pas loin du 300 millions sans le marketing, là, qui est un autre 100 millions de plus. Là. Fait que c'est assez astronomique. Fait que, bref, on le recommande. On le recommande si vous êtes fan. Si vous avez jamais vu un seul Indiana Jones, je pense que vous allez apprécier, mais il y a plusieurs clins d'œil et référents. Mais je suis quand même surpris que tu n'en aies vu aucun, puis que soudainement, tu dis « Hey, j'ai envie d'aller voir celui-là. » Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Des fois, peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, d'entre nous qui Puis Harrison Ford qui s'était blessé sur le tournage, qui tourne encore plusieurs des cascades et des affaires lui-même. Et j'ai trouvé aussi, c'est le parallèle que j'avais en tête, tu sais, le film que Scorsese avait fait, The Irishman, là. Qu'il y avait du de-aging sur De Niro puis tout, puis qu'on voyait que dans certains moments, oui, t'as rajeuni sa face, mais il bouge comme un monsieur qui a les genoux raides, là, tu sais. Puis ici, j'ai pas trouvé. Dans tout ce que c'est un peu ses déplacements, on dirait que je l'analysais pour dire, OK. Oui, moi aussi, je regardais ça d'un attentif. Surtout que, tu sais, il est rajeuni au début, mais après ça, il joue pas son âge, parce que dans la vraie vie, il y a plus comme 79-80. Je pense qu'il joue plus fin 60, mettons. Je pense qu'il mettait... Dans la chronologie, il aurait peut-être 72, quelque chose comme ça. OK, un 5-10 ans plus jeune que réel. OK, c'était pas super. Je savais pas s'il le rajeunissait de 15 ans. Là, comme. Ce qui est quand même une longue retraite. Là, professeur, là, enseignant, là, qui prend sa retraite à 72, il me semble. La plupart de ceux que je connais, c'était pas des enseignants d'université. Là, fait que enseignants secondaire, primaire, là, il compte les dodos. Là. Vas-y avec ta chronologie. Ben oui. Donc, juste revenir sur cette longue gestation qui a été quand même ce 5e film-là, qui était déjà prévu, en fait, dès la sortie de Crystal Skull en 2008. En fait, je pense que le trio de George Lucas, Spielberg et Harrison Ford a vraiment eu du plaisir à retrouver le personnage, cet univers-là. Donc, ils étaient partants pour en faire un cinquième film. Comme je disais, d'entrée de jeu, dans la chimie, dans la façon de procéder, c'est toujours George Lucas, évidemment, qui est le concepteur du personnage et de la série, donc qui arrive avec l'idée du MacGuffin, donc ce fameux artefact-là qui va être à la base de l'histoire.
Et j'ai retrouvé quand même une citation assez intéressante de Lucas à l'époque qui parle justement de ce procédé-là, qui dit, j'essaie toujours de trouver un artefact qui puise dans la réalité, qu'un contexte historique qui existe vraiment. J'invente rien, j'invente pas quelque chose dont je prépare avec une machine qui voyage dans le temps. Je trouvais ça quand même très drôle en 2008 qui parle de ça. Mais ce qui a été le problème, et c'était le cas du 4e film aussi, pourquoi ça avait été si long, c'est que avant de procéder à une première version du scénario, les 3 se mettent d'accord sur l'idée de base. Et là, je pense qu'il y avait une certaine tension entre les deux, ou entre Spielberg et Lucas sur l'approche du personnage. Je pense que Spielberg désirait revenir vraiment un peu à une approche plus près de la première trilogie. Alors que Lucas poussait vraiment pour quelque chose de plus audacieux encore, d'aller plus loin. Dans l'espace. Écoute, on ne saura jamais parce que pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été révélé quelles étaient ses premières idées-là. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il semblait un peu avoir un désaccord sur la direction à prendre. Et finalement, Lucas avait décidé en 2012 de vendre Lucasfilm à Disney. Et lorsque Disney est arrivé, finalement, on a comme un peu tassé Lucas du projet, comme ça a été un peu le cas avec ses Star Wars, la nouvelle trilogie, parce qu'il avait vraiment rédigé une espèce de Bible qu'on a évacuée. J'imagine très bien la scène où, tu sais, après le deal monétaire, là, ça c'est mon comment on appelle ça, là, mon book là, pour les prochains, ma Bible, puis ils font comme « Ah, merci, oui, on va vraiment regarder ça, là, puis mettre ça sur une pile, puis que lui, il continue à... Ah, ouais, c'est comme... Mais là, on a un autre rendez-vous, il va falloir dire, hey, George, je te jure qu'on regarde ça, puis on te rappelle, pas... » Puis là, merci, danse, mais non, merci. Ça, ouais, tout à fait. Donc, c'est à nous, à cette heure. Et Disney, c'est évidemment assez concentré sur la nouvelle trilogie de films Star Wars. Là. C'est pour ça que le film n'avait pas été mis tout de suite, comme on dit, en développement. Donc, c'est seulement en 2016, avec le scénariste David Koepp, que la machine a commencé à tourner. Koepp qui a travaillé beaucoup avec Spielberg sur les Jurassic Park, entre autres, et tout ça, donc qui a fait partie, avait coécrit en tout cas une des versions de Crystal Skull également. Pour finalement, lui aussi, écoute, on a passé 4-5 équipes de scénaristes pour le film. On a même ramené Koepp en 2019, 3 ans plus tard, pour qu'il essaie de repartir. Je pense que à ce moment-là, je ne sais pas si on avait le cadran du destin, là, comme MacGuffin, où on était ailleurs. Puis finalement, lorsque Spielberg a finalement annoncé qu'il ne réalisait pas ce nouveau film-là en 2020 quand même, et c'est Mangold là, qui est venu avec son équipe, qui ont retravaillé de beaucoup le scénario apparemment. Et c'est, ce qu'on dit, c'est que c'est Harrison Ford qui a suggéré l'embauche de James Mangold. Oui, okay. Parce que Mangold, je ne le savais pas. Ils n'ont pas travaillé ensemble. En fait, a été le producteur de Call of the Wild, okay. Dans lequel jouait Harrison Ford. Avec des chiens numériques. Moi, c'est ça, oui. Donc, apparemment que ça s'est très bien entendu entre les deux. Puis là, je pense Ford versus Ferrari était sorti, puis tout ça avait les bonnes critiques. Alors, finalement, on est allé avec Mangold et cette nouvelle vision. Alors, voici pour la petite ligne historique derrière ce film-là. Rapidement, fais-tu un classement de nos 4 Indiana Jones? On ne placera pas le 5 pour ne pas influencer peut-être les gens, mais allons-y avec les 4 premiers. En désordre, je ne sais pas. Je pense que ça serait genre peut-être 4-3-1-2. Je pense que je préfère... Ah ouais, OK. Ouais, fait que Crystal Skull en dernière position. Ouais. Je mélange toutes les Dernière Croisade. Dernière Croisade. Le Raiders of the Lost Ark. Okay. Je pense que le Temple Maudit. Ouais. Je sais pas. Il est plus sombre un peu et tout, mais je l'aime bien. Toi, c'est quoi? Écoute, plus jeune, je pense que j'aimais le 2 en premier. C'est le premier que j'avais vu au cinéma. J'avais 8 ans à l'époque et je m'en rappelle parce que t'en as fait des cauchemars. J'ai pas eu de cauchemars, mais je me rappelle d'avoir fermé les yeux quand il arrache le cœur. Je trouvais ça assez intense, évidemment. Puis un peu plus vieux, je pense que j'ai préféré Raiders of the Lost Ark, qui est encore, je pense, mon préféré, là, vu que c'est le premier. Mais à la réécoute, je dirais que Temple of Doom se bonifie à chaque fois. Puis
Je pense que cette fois-ci, il n'est pas loin du 3. Là. Je mets quand même Dernière Croisade, 2e. OK. Peut-être le scénario est un peu plus riche. J'aime la dynamique de l'histoire avec le père et fils. Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais j'ai trouvé les scènes d'action plus spectaculaires dans Temple of Doom que la Dernière Croisade. Donc, il est plus rythmé. Mais ils sont très proches. Là. Puis je mettrais évidemment Crystal Skull 4e. C'est ça. Qui était correct, divertissant, mais sans plus. C'est ça, mais je le trouve pas un grand film. En le réécoutant, je les trouve pas si loin que ça derrière les autres. Ouais. Moi, il n'est pas à des kilomètres. Non, je suis d'accord. Il n'ira pas en 3e position. Il n'y a pas de chance. Mais c'est pas comme je veux même pas en parler. Ou que... je trouve ça drôle, ce backlash-là qui est venu parce que le film a vraiment bien fonctionné au box-office. C'est ça. Mais on dirait que c'est comme par après. Là, il est devenu une mode où on a commencé à le bâcher, puis c'est comme resté. Je pense que je sais pas. Le problème aussi, au-delà d'avoir présenté un genre de Indiana Jones Junior, là, mais le casting de Shia LaBeouf, là, il était connu, il était dans les Transformers, mais il est devenu controversé parce que c'est un acteur très intense puis quelqu'un d'assez unique, je pense. Fait que ça n'a pas aidé. Là. C'est pas un acteur chouchou, là, malheureusement. Fait que de le présenter de même, les gens, en fait, comme moi, j'y crois pas tant que ça. Fait que peut-être que ça a nuit. Puis ici, on a passé vite aussi, mais le personnage de Phoebe Waller-Bridge est pas présenté non plus comme... la prochaine Indiana Jones. La prochaine Indiana Jones, puis tout. C'est juste qu'il se retrouve avec elle dans cette aventure-là. Puis comme tu disais, elle est plus du côté, je pense qu'il y a de l'argent à faire avec ces affaires-là. Puis elle veut continuer la quête de son père. Puis des choses comme ça, mais pas. C'est vrai que beaucoup. C'est pas une archéologue. Là, c'est ça. Puis beaucoup croyaient que la suite de la franchise irait avec ce personnage-là de Mott Williams, là, de Shia LaBeouf. Et c'était un peu l'intention même de Spielberg et Lucas à un certain moment donné. Mais quand ils avaient essayer de travailler finalement sur cette 5e version, ça avait été écarté. Là, donc, déjà, je pense qu'ils avaient réalisé, peut-être pas nécessairement l'erreur du personnage, là, mais de cette intention-là de dire on va continuer avec cet acteur-là qui est très hot en ce moment, mais que finalement, ça tombait assez rapidement. Ça. Et d'ailleurs, qu'en est-il pour le reste de la franchise en conclusion? Parce qu'évidemment, c'est quand même un IP d'intellectualité. Propriété intellectuelle qui est quand même très, très populaire. Mais Disney semble confirmer que ça va être vraiment la fin parce qu'il y avait des rumeurs. Est-ce qu'on irait avec un plus jeune Indiana Jones, comme on l'avait fait dans la Dernière Croisade au début, justement, qui était joué avec brio par River Phoenix et avec une série de télé dans les années 90 aussi. Donc, ils ont confirmé que non. Donc, je pense qu'on retire vraiment Indiana Jones. Donc, on ne fera pas de trucs à la James Bond non plus, repartir ça avec un autre comédien. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être dans 10 ans, on verra bien, là, mais parce qu'il y avait même des rumeurs qu'une série télé serait en développement justement avec un plus jeune Indiana Jones. Puis finalement, tout ça a été annulé. Je pense aussi, là, la quantité de propriétés intellectuelles qu'ils ont, justement, là, ils ont encore des parcs d'attraction, des affaires de même, là, c'est pas correct, mais tu sais, il y a plein de films, comme là, ils recommencent les liens, que tu peux faire à l'infini parce que c'est un monde. Ça, c'est pas un monde, c'est un personnage. Fait qu'à un moment donné, là, je sais pas, je le recasterais pas. Moi, je trouverais ça pas incorrect que ça se finisse comme ça. C'est déjà 4 films de plus que ce qu'ils pensaient faire au départ. Et sur 40 ans. Fait que, non, c'est quand même un accomplissement incroyable. Chapeau et fouet. Bon. Alors, allons dans un autre registre... plus contemplatif et méditatif. En plein air, quand même. Oui, allons-y avec sur les chemins noirs de Denis Imbert. Est-ce que la quête ici est un objet ou peut-être au fond de nous? Comme tu l'as dit, sur les chemins noirs, avec Jean Dujardin, qui est l'adaptation du livre de... Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, aussi, j'ai oublié de le noter. C'est. Est-ce que je me trompe ou c'est même l'histoire vraie de Tesson? Effectivement, c'est inspiré de. On en reparlera, mais il n'y a pas une vie banale. Fait que, ce qu'on va suivre, c'est un petit peu dans un casse-tête, un peu dans le désordre, mais c'est un homme qui est à peine remis de ses blessures graves causées par une chute lourde, là, un bon accident. C'est un écrivain renommé qui va entreprendre de traverser la France à pied, en empruntant uniquement là, des petits sentiers fédérés, puis sur des routes de campagne. Puis des affaires comme ça. Puis, afin de reconstruire sa santé, son corps. Ouais, c'est ça. Puis en fait, je te dirais même de redonner un sens à la vie. Là, on sent que c'était au fil du récit, de la manière que c'est
entremaillé, tu vas comprendre que c'était quelqu'un qui était pas nécessairement une super bonne personne, puis qui s'était un peu égaré dans cette espèce de vedettariat, puis dans l'alcoolisme, puis des choses comme ça. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain Tesson, c'est comme un des auteurs très en vogue depuis une dizaine d'années en France, 15 ans peut-être même, là, et qui nous a donné récemment le documentaire La Panthère et des Neiges. Mais c'est qu'il avait écrit un livre, puis je me souviens plus sur... Oui, c'est ça. En fait, il écrit des romans, mais beaucoup de récits de vie, d'observation. Ça, c'est vraiment pour ce qu'il est reconnu. Donc, La Panthère des Neiges, c'était ça. Il avait accompagné c'est ça, un documentariste et de son expérience de vie avait sorti un récit. Dans le film qu'on a vu, je sais pas si tu l'as vu toi aussi. Oui, j'avais vu. Okay. Ce qu'on voyait, c'était vraiment lui là-bas, puis il a fait le roman puis le film comme en même temps. Un peu, en fait, c'est pas un roman, c'est vraiment ses impressions. OK. Donc, un roman est le terme large que j'utilise pour dire un livre. Là, mais donc, un livre, effectivement. Et quelques années avant ça, justement, Tesson avait subi un grave accident quand même qui l'a laissé dans le coma suite à une chute, mais parce qu'il était ivre. Donc, quand même... une vie assez spéciale. Un accident de brosse. Oui, vraiment. Mais donc, c'est ça. Alors, suite à ça, il avait fait cette quête-là et mis ça sous forme de récit. Qui a le même titre du film, Sur des chemins noirs. Alors, on est dans un style de film qui est très contemplatif, très méditatif, là, parce que, outre Dujardin, il croise quelques personnages ici et là, mais c'est pas mal lui, pas mal tout le temps. Et Dujardin dans tous les plans. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de voix off aussi, de narration. Donc, c'est un rythme qui est beaucoup plus lent. Sur les lectures qu'il fait, les écritures, c'est comme si... C'est ça, il est comme en méditation et tout. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, la manière qu'on va rythmer les temporalités pour... qu'on va alterner les temporalités pour créer du rythme, justement, parce que si tu mets l'histoire juste linéaire comme ça c'est quand même plate, là, mettons. Donc, c'est un film qui a quand même... assez court aussi. Oui, 1h30, je pense tout à fait. Donc, justement, heureusement, parce que je pense qu'un 2h30, ça aurait été too much. Donc, c'est quand même bref, mais écoute, c'est bien tourné, c'est intéressant. Dujardin, toujours égal à lui-même. C'est rare qu'il fait présence forte. Oui, vraiment très charismatique. C'est très beau aussi là, de montrer tous ces secteurs-là. On n'est pas juste comme dans les montagnes, on est comme un peu partout en France. Quand même des petites relations aussi avec justement la campagne, l'écologie un peu d'une certaine manière. Fait que oui, c'est ça. C'est un rythme... Il n'y a pas John Williams qui fait la trame sonore. Non, c'est ça. Fait que si vous voulez quelque chose de très... je sais pas si son chapeau est un fedora, par exemple. Il n'y a pas de fouet. Là. Non, il n'y a pas de fouet. Il y a un camelback. Donc, si vous aimez ce genre de film-là, allez-y. C'est un film quand même de grande qualité. Mais il faut juste savoir à quoi s'attendre, évidemment, avant d'aller le voir. C'est ça. Sinon, allons-y du côté familial. Je disais tout à l'heure, donc, nouveau dessin animé. Ruby Gillman, Teenage Kraken de Kirk Demico. Ouais, lui qui a travaillé sur Vivo et The Croods, entre autres. C'est un film de DreamWorks Animation. On est dans une ville côtière. On va suivre Ruby, qui est une adolescente de 15 ans, qui vit avec sa famille et qui cachent tous, à chaque jour, leur nature de kraken, en fait. Mais on n'en sait pas plus. Et on connaît la mythologie que les krakens sont une grande espèce de pieuvre géante terrible qui abat sa fougue sur les hommes. Fait qu'elle se fait passer pour... ils se font passer pour des Canadiens. C'est comme pour ceux qui ont le teint bleu un peu. Puis tout le monde fait comme « Ah, vous êtes Canadien, ok, c'est correct. » Ça se peut. Puis... est en gros questionnement dans sa fin d'adolescence par rapport à son bal, ses études, elle a un crush, elle se tient avec ses amis qui sont tous un petit peu un peu pas ostracisés, là, ils se font pas nécessairement boulier, mais marginaux, exactement. Puis elle voudrait juste s'intégrer puis être plus connue. Puis à un moment donné, lors d'un malheureux accident, elle va tomber à l'eau, chose que sa mère lui défendait de faire, et découvrir comme toute sa puissance de kraken géant. Et très peu de temps après, alors qu'elle cache ça, qu'elle est très honteuse de tout ça, et souvent chicane avec sa mère, il y a Chelsea qui arrive à l'école. C'est une nouvelle élève que tout le monde est en pamoison, la belle rousse que tout le monde capote dessus. Et puis, elle va s'avouer à Ruby être une sirène, puis elle va lui demander de l'aide afin si ensemble, elles peuvent rétablir la paix dans l'océan entre les deux peuples, les sirènes et les krakens. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant avec Ruby Gillman, c'est que c'est vraiment un film d'ado.
Donc, on suit vraiment les mêmes archétypes. C'est un coming of age. Oui, vraiment, voilà. tout à fait. Que moi, j'ai vraiment quand même apprécié, je dois dire. J'ai trouvé ça plus drôle qu'élémentaire, qui était sorti il y a quelques semaines, le dernier Pixar. Et ça, je pense en bonne partie à la présence d'une des scénaristes qui est Pam Brady. Son nom ne vous dit rien, mais elle a travaillé... sur les premières saisons de South Park. Elle a travaillé sur Team America. Donc, elle fait vraiment partie du cercle intime de Matt Stone, Trey Parker. Et ça sent un peu, on n'est pas dans cet humour-là, mais il y a quand même de l'humour un peu aiguisé. On s'amuse un peu avec ces stéréotypes-là. Et je trouve qu'il y avait vraiment des bons gags bien placés. Et la comédienne, pour ceux qui verront le film en anglais, qui est Lana Condor, qui a été connue pour Tous les garçons que j'ai aimés sur Netflix. To All the Boys. Ouais, donc adaptation de la trilogie de Jenny Han qui a eu un grand succès ces dernières années. Donc, quand même, assez efficace, honnêtement. L'animation n'est pas somptueuse, c'est pas grandiose. Là, c'est un film à plus petit budget, ça se sent. Mais j'ai trouvé ça très sympathique, surtout à cause justement des personnages. Et on est tous dans la métaphore sur l'adolescence, évidemment. Là, l'acceptation de soi, la quête d'identité, les changements corporels. La relation mère-fille aussi. Mère-fille ou ça. Mais évidemment, tout le changement du Kraken, on peut mettre ça avec les menstruations. Et il y a un parallèle assez... on n'est pas si loin de Turning Red, justement, qui est de Pixar. Dans un autre univers, mais oui, on approche les mêmes thématiques. Mais ce qui est cool, c'est qu'ici, on va transformer un peu la mythologie du Kraken, qui va devenir, tu sais, qu'on connaît comme c'est ça, une bête monstrueuse, comme dans les Pirates des Caraïbes qu'on a vu dans le 2 puis le 3 et tout, mais qui devient plutôt, en fait, non, une espèce de... C'est des héros. C'est eux qui protègent puis qui balancent l'écosystème puis l'eau. Et, tu sais, petit spoiler, mais on le voit pas mal dans la bande-annonce, puis assez rapidement, c'est que c'est l'inverse. On va ramener le côté plutôt maléfique des sirènes, comme dans c'était l'Odyssée d'Homère, là, leur chant envoûtant qui rend dans les Peter hommes Pan fous, aussi. Puis, fait que je trouve ça drôle, surtout que ça sort le même été que la petite sirène, puis qu'on utilise l'inverse. J'ai beaucoup aimé, par contre, oui, on sent que dans une certaine... un budget d'animation un peu plus réduit, je trouve quand même que ça mérite d'être au cinéma. Là. Il y a des fois des films qui sont vraiment cheapés qu'ils font TV movie. J'ai bien aimé justement l'utilisation des couleurs. Ouais. Écoute, c'est peut-être le côté DreamWorks justement, mais il y a des séquences là, de petite musique pop rock avec plein de couleurs de néon éclaté là, qui rappellent tout récemment là, les trolls puis toutes ces affaires-là. Là. Ouais. Fait que je pense même dans un des Madagascar, là, il y avait ça. DreamWorks... que j'avoue que des fois je prends pour acquis un peu, mais ils ont des méchants succès eux autres là. Toutes les How to Train Your Dragon, les Trolls, les Shrek, les Madagascar, tous des films qui ont eu 3, 4, 5 puis des spin-offs avec des pingouins puis des affaires de même, puis Puss in Boots récemment et tout, fait que c'est vraiment un très gros studio. Puis tu vois ils ont dû prendre un peu comme Pixar et tout, prendre une équipe qui avait un petit projet et dire OK, mais on vous donne pas 210 millions, on vous en donne genre 80, faites de quoi avec ça, puis non, je trouve ça très intéressant. Écoute, c'est pas la mission de tous les films, mais je pense pas que ça va passer à l'histoire, mais je pense qu'il y a un très bon moment à passer là-dedans. Puis oui, tu sais, comme j'ai dit, relation mère-fille, mais je pense que ça peut s'adresser quand même à tout le monde. C'est sûr qu'on est beaucoup autour des personnages féminins là-dedans. La mère en anglais qui est voicée par Toni Collette, la grand-mère Jane Fonda. La sirène est faite par Annie Murphy, qui était connue pour Schitt's Creek, principalement. Ouais. Il y a Will Forte aussi qu'on aime bien, qui joue l'espèce de capitaine qui rêve de chasser les Kraken. Très cliché. Là, on est un peu à Seattle, là, une affaire comme ça, très côtier. Fait que ça m'a beaucoup touché, moi, qui a pris pour le Kraken de Seattle et qui a mon tatou de Kraken et de bateau de pirate. Je suis dans ce cliché-là. Fait que voilà, j'ai vraiment bien apprécié ce film-là. C'est un bon moment de cinéma. Puis voilà, je pense que ça fait pour tous les âges. Tu vois aussi qu'il y a le rôle du petit frère un peu plus énervé. Il y a plus de gags visuels, c'est ça, qu'élémentaire, je trouve. Là, écoute, on les compare parce qu'ils sont sortis à 2 semaines d'intervalle. Là, sinon, il n'y a pas tant de lien entre ces deux films-là. Et on a la petite créature cute qu'on va sûrement vendre des toutous. Elle, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est puis d'où ça vient, là, une espèce de... créature marine qui agit comme un chien. Genre, là, voilà. Très drôle. Donc, Ruby Gillman, honnêtement, avoir en famille là, pour les journées de pluie... les journées humides. Aussi, des fois, c'est pas ils le disent à Mané, ils l'accusent parce qu'il dit, si vous voulez pas aller dans l'eau, pourquoi ça se fait
comment ça, vous habitez près de l'eau? Mais elle dit, ça prend un milieu humide. On peut pas aller vivre dans le désert non plus. Fait que, très cool. Ben écoute, vas-y. Dans les autres sorties, revenons sur un film qui avait pris l'affiche, je pense que c'était-tu la semaine dernière, peut-être même 2 semaines. C'était le 16 juin, puis juste à Montréal, peut-être quelques territoires. Je sais même pas si Montréal l'avait eu. Donc, Past Lives de Céline Song, le nouveau A24. Alors, c'est ça. Tu devrais être excité. Ben oui, comme on dit, A24, il y a souvent ils ont 3 styles. Ils ont des drames, ils ont des comédies noires un peu, puis ils ont des films d'horreur. Fait que là, ici, on est dans le drame. Comme on mentionnait, c'est un film un peu en 3 temps qui va traiter de la relation à distance entre une dramaturge, là, donc une autrice de pièces de théâtre sud-coréenne qui est maintenant établie à New York, puis son amour de jeunesse qui est resté à Séoul, qui était parti quand il avait 12 ans. Fait qu'ils vont se croiser. On va voir un peu leur jeunesse à Séoul. Ils vont se reparler quand elle va être aux études. Puis vraiment plus tard, une fois qu'elle est mariée, qui va venir la voir à New York. Mm-hmm. On entremêle un peu ces moments-là. Et c'est ça. Fait que finalement, ce drame-là va traiter une confrontation entre un peu un amour qui aurait été construit sur le what if, là, l'absence, la distance, je m'ennuie de ce personnage, puis si j'étais resté, puis tout, versus là, son mari, finalement, que lui s'est construit plus sur moi, je suis là, j'étais avec toi, je t'épaule, je t'écoute, on vit notre quotidien ensemble. Fait que ça vient teinter ce questionnement-là. C'est pas une comédie romantique, là. C'est pas quelque chose de love story. Il l'accuse même à un certain moment. Il dit, comme dans une histoire, je serais comme le méchant white guy qui t'empêche d'être avec ton amour de jeunesse coréen. Mais elle-même est un peu mêlée dans tout ça. Mais t'es-tu mieux si tu le sais que tu pourrais être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, t'es-tu mieux de jamais y parler ou juste d'essayer d'être en paix avec ça? Il y a un peu ce questionnement-là. Je trouve que c'est très bien joué. Les acteurs, actrices sont beaux, sont bons là-dedans. C'est un film qui, comme il y a eu quand même récemment avec... j'ai oublié c'est quoi, mais il y a un film très récent, Les Enfants des autres, qui est un film qui joue sur... C'est le concret, là. Il y en a qui s'emmerdent, là, qui vont au cinéma pour s'évader, pour voir Indiana Jones. Moi, je suis capable d'aimer tous ces spectres-là. Mais ici, on voit du réel. C'est juste... Ça te rappelle des choses que tu as vécues ou... C'est de l'empathie, finalement, un peu, là, quand on va voir ce genre de film-là. Je pense qu'un bon point de comparaison serait pour ceux qui ont peut-être vu cette trilogie-là de Richard Linklater, c'est les Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, où on est dans la conversation, c'est très verbeux. Les personnages marchent beaucoup. Oui, ils prennent des marches, puis ils parlent, puis ils visitent la ville. Donc, on est dans ce contexte-là, mais c'est très bien écrit, ça passe très vite, c'est très bien joué. Moi aussi, j'ai bien apprécié les comédiens. Donc, si vous aimez ce genre de film-là, c'est très touchant, c'est questionnant aussi. Puis, justement, on n'est pas dans le ton du romantisme, mais vraiment juste du réalisme. On a posé une caméra, on a filmé ces gens-là. Donc, assez intéressant. Puis, fun fact, Céline Song s'est inspirée vraiment de sa vie. Je ne sais pas si elle a eu ces retrouvailles-là avec un ancien amour, ou en tout cas de jeunesse, mais elle a migré justement au Canada avec sa famille dans ces âges-là. Elle demeure à New York. Elle est dramaturge aussi. C'est son premier film. Elle a travaillé un petit peu sur la scène du théâtre à New York. Elle est mariée avec un dramaturge et scénariste également, qui est américain. Et fun fact, c'est lui qui a scénarisé Challengers, qui sort dans quelques... qu'on a parlé de Guadagnino. Ouais. Donc, voilà. Alors... quand même. Fait que si vous y avez accès, Past Lives, qui est juste disponible en version anglaise et sous-titré anglais, parce que même si c'est une production américaine, c'est quand même majoritairement en coréen, finalement, parce que son ami de jeunesse, lui, il ne parle pas anglais, fait que ça retrouve à... Ouais, je pense que le 3/4 du film, c'est en coréen, finalement. C'est pas mal tout pour cette semaine. Les autres sorties, comme je dis, c'est super limité, puis on n'y a pas eu accès à nous, fait que... Regardez, il existe d'autres films quand même, mais voici, c'était ça les sorties majeures. La semaine prochaine, une semaine un petit peu plus tranquille, mais Insidieux, 5e chapitre, La Porte Rouge, dans les films d'horreur. Comme je dis, je ne sais pas encore si je vais
je vais y aller avec toi ou je vais te laisser aller le voir tout seul parce que j'en ai pas vu un traître de ces films-là. Fait que... C'est sûr qu'en écouter 4 de la shot en une semaine, c'est un. Ben là, tu m'as donné comme devoir les Before En Sunset, plus. Sunrise et tout. Fait que là, je sais bien que c'est une fin de semaine de 3 jours, mais quand même. Là, Il va y avoir des choix à faire. ouais, c'est ça. Fait que d'ici là, quand Il n'y a pas de Joyride aussi qui est la semaine prochaine? oui, c'est le 7 Ouais, normalement. c'est ça, Je sais pas si j'ai bien hâte de voir aussi. je sais pas si on va avoir accès à ce Ouais. film-là, mais comédie plus grivoise un Ouais, peu c'est comme ça. on vient d'avoir Mais No avec Hard des, Feelings. Puis là, c'est des féminines, en fait. féminines aussi, qui là, partent c'est en ça. road trip. Je pense que c'est en Chine, justement, ou en Corée. Ouais, Je sais plus, je pour me rappelle plus. retrouver sa mère biologique. Voilà. Alors, à découvrir. Et au Québec, il y a Jules au pays d'Achat, qui est un conte... La Première Nation. Ouais, ben en fait, en c'est tout cas. un petit blanc et une qui se retrouve comme au pays des Amérindiens puis qui a besoin d'aide. Il essaie de retrouver les parents d'Achat et trouver de la médecine, des médicaments pour ses parents à lui, quelque chose comme ça. Pour lui-même, en fait. C'est lui qui a une petite maladie. Fait que j'ai pas vu encore. On essaiera de regarder ça d'ici la semaine prochaine. Comme d'habitude, contactez-nous au balado au singulier à commercial-monciné.ca. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le nouveau magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province avec Marie-Mé sur la couverture, elle qui va être à l'affiche dans Testament, le nouveau Denis Arcand qui prend l'affiche en octobre. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sinon, on s'en parlait aussi déjà, là, mais l'ancien magazine, là, lui qui termine juin, est encore disponible. Lui qui parle beaucoup d'Indiana Jones et d'Harrison Ford, justement. Fait qu'il qui est quand même très d'actualité pour cette fin de semaine. Alors sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et Jean-François, dis-moi, où as-tu pas mal? Comment ça? C'est... Hein? Où j'ai pas... Ah, c'est Harrison qui dit ça, ouais. Ah.